Donc la salle est en train de se remplir au fur et à mesure. Il y a les bus palois qui sont arrivés, donc les étudiants arrivent un petit peu au compte-gouttes, mais on va commencer, puisque sinon après on va prendre du retard, ça va décaler le début de la remise de diplôme. Donc, merci à tous d'être réunis en cette fin d'après-midi pour cette table ronde sur le recrutement. À quel jeu joue-t-on? L'art d'être recruté et de recruter, puisque nous avons ici des professionnels que je vais vous présenter dans une seconde. Nous avons choisi cette thématique qui nous paraissait être un enjeu clé pour au moins 4 acteurs. Tout d'abord, les étudiants, ici, les étudiants qui peuvent, chez nous en Master 1 à l'IAE, rechercher des stages dans un premier temps de courte durée, puis en fin de Master 2, rechercher des stages de longue durée ou également un apprentissage en cours, donc avec une alternance, une semaine chez nous, 3 semaines en entreprise. Et puis les diplômés qui sont ici pour certains, qui sont en train d'arriver, qui, eux, évidemment, seront à la recherche de leur premier poste à l'issue de leur stage longue durée ou de leur apprentissage, comme je vous le disais. Le deuxième acteur concerné, c'est les parents, qui s'inquiètent aussi pour l'avenir de leurs enfants et qui se demandent, et certains seront là pour la remise de diplôme, ils accompagneront leurs diplômés. Le troisième acteur, les entreprises, ici représentées, qui, évidemment, pour enjeu clé d'identifier lors du recrutement les talents qui prendront des responsabilités au sein de leur entreprise, qu'il faudra fidéliser, dont il faudra gérer la carrière. Mais le premier contact important donc, avec ces futurs talents, ces futurs salariés, c'est le recrutement. Donc il y a un vrai enjeu pour identifier les compétences clés et puis savoir les recruter, les attirer dans un premier temps, les recruter et puis les conserver au sein de l'entreprise. Et le quatrième acteur, c'est nous, IAE, qui avons pour mission, si on réfléchit, au final, de former ces futurs candidats. Et on aime à dire, je crois, ici, je vois tous les collègues administratifs et enseignants, qui sont ravis, heureux, contents, ont le sentiment d'avoir bien fait leur travail lorsqu'ils apprennent qu'un étudiant a été recruté et lorsqu'on a des nouvelles de la carrière des étudiants qui ont été formés à l'IAE dans notre école. Donc voilà, ces 4 acteurs-là sont réunis ici. Donc il y a des étudiants, leurs parents, des diplômés, nous, membres personnels de l'IAE, et puis donc des professionnels que je vais maintenant vous présenter, avec à ma gauche ici donc Pascal Guérin, qui est DRH du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. À sa gauche, Christina Taylor, qui est responsable du développement international chez Signature Eurovia Vinci Group. Et Julie Co, qui est responsable RH du magasin Ikea à Bayonne. Donc on va échanger avec eux autour de ce thème maintenant, avec, pour commencer, peut-être une rapide présentation pour chacun d'entre vous des enjeux du recrutement pour l'entreprise, le secteur, en essayant de répondre aux questions autour des métiers recherchés, des compétences, des talents que vous rechercheriez, de l'organisation globale, on va dire, du recrutement, de l'enjeu général que représente pour vous le recrutement sur votre secteur, dans votre entreprise. Et ici, histoire de faire connaissance ici également avec l'assistance. Donc on a quelques mots-clés ici qui vont apparaître pour Signature Group, pour Christina Taylor. Christina, si tu veux dire quelques mots. Je vais peut-être les commenter un peu. Pour commencer, voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nous écouter. En tout cas, on est ravis d'être là et de répondre à vos questions parce que je crois que l'essentiel, c'est de savoir quelles sont les questions que vous vous posez. Rapidement, donc, moi je suis en charge du développement international pour Signature Group, qui est une filiale d'Eurovia Groupe Vinci. Je ne suis pas la spécialiste du recrutement, contrairement à mes collègues, mais je suis amenée à recruter des profils pour mon équipe à l'international.
quand même quelques chiffres qui me paraissaient importants pour le groupe. Alors, le groupe Vinci, c'est 190 000 personnes dans le monde entier. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais l'unité dans laquelle je travaille, donc les filiales spécialisées, ont un effectif de 2000 personnes. Et nous avons quand même recruté en 2013, comme vous le voyez, 205 personnes. En 2014, 165 et en 2015, 99. Notre secteur d'activité, c'est globalement les travaux publics, secteur qui a été impacté très très fortement par la crise économique, d'où le déclin dans les recrutements, mais qui continue quand même à être relativement soutenu, une centaine de personnes par an. Alors pour ma part, moi je recrute des profils à l'international. Notre développement aujourd'hui va de la Chine jusqu'au Chili en passant par le Moyen-Orient. Et cette année, j'ai recruté 3 personnes, une personne pour la Chine, une personne pour le Chili et une personne au Qatar. Voilà. La personne en Chine a été le recrutement d'une jeune ingénieure franco-chinoise. Le recrutement au Chili est un VIE qui est en place et le recrutement au Qatar est un VIE également. Voilà. Donc le VIE à l'international, c'est vraiment une filière qu'on utilise très souvent pour lancer un nouveau développement, pour tester un marché, et puis également pour savoir si le profil que nous avons recruté est le bon profil. Pour vous donner une idée sur la quinzaine de VIE que nous avons recrutés sur les dernières années, 14 sont restés dans un poste définitif et ont bougé à l'international chez nous. Voilà, je vais peut-être passer la parole. Je ne sais pas si on pose des questions à la fin. C'est plus... Voilà. Voilà, bonjour. Donc je ne suis pas Brigitte, mais le Crédit Agricole Pays de Gascogne, c'est une entreprise de services pour ses clients sur 3 grands métiers principaux: banque, assurance, immobilier. Donc il y a plein de métiers à l'intérieur. Moi, je suis DRH de la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne qui opère sur 3 départements ici, hein, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, et qui a une filiale en Espagne qui s'appelle Bancoa, où il y a 260 personnes. Et ce qui est important pour nous dans notre politique de recrutement, c'est d'avoir des jeunes qui ont le sens du contact avec le client. Ça, c'est fondamental. Enfin, en gros, hein, parce que bien sûr, il y a 300 métiers. Tous les métiers ne sont pas, entre guillemets, commerciaux, mais l'essentiel de l'essentiel, c'est le sens du contact avec le client, le souhait d'évoluer fortement, parce que lorsqu'on rentre au Crédit Agricole, en général, c'est une grande famille, un peu comme Christina. Le groupe Crédit Agricole, c'est 150 000 personnes. On rentre dans une caisse régionale, mais on peut faire sa carrière n'importe où après dans le groupe, que ce soit à l'international ou dans des filiales très spécialisées, sur des métiers très spécialisés. Donc, ce qui est intéressant, c'est la curiosité, l'ouverture, le désir de progresser. Voilà, je crois que c'est très simple. Bon, bien sûr, il faut avoir ses qualités. Et d'adaptation. Voilà. Je crois que c'est ça qui est assez essentiel. Alors les chiffres, je crois, peu importe, mais en préparant, ce qui m'a interpellé du coup, comme DRH, c'est que par rapport au recrutement CDI, vous voyez que le volume des stages, et ce qu'on appelle les auxiliaires de vacances, auxiliaires d'été chez nous, plus quelques CDD, mais au Crédit Agricole, on ne préfère pas prendre de contrat à durée déterminée. Pourquoi ? Parce que le client est normalement exigeant et qu'il a envie d'avoir affaire à des professionnels. Donc on fait très peu de CDD, donc tous ces chiffres importants, c'est plutôt des jeunes qui font des stages et qui ont envie de savoir ce que c'est. Parce que la banque, c'est pas connu. C'est connu comme client, mais quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est normal, moi-même je ne savais pas du tout. Et ça leur permet, un peu à l'instar des VIE, d'avoir une première expérience et de voir si ces contacts clients, cette expertise qu'on commence balbutiante quand on arrive en stage, intéresse ou pas. Et vous voyez que ça permet comme ça, à travers 350 jeunes, en général c'est des jeunes, hein, les stagiaires, et bien d'ouvrir le champ des possibles à ceux de l'IAE ou d'ailleurs qui souhaiteraient postuler ou pas. Merci, Monsieur Guérin. Donc pour IKEA. Donc je suis Julie Co, je suis responsable des ressources humaines du magasin IKEA de Bayonne qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Donc IKEA, vous le savez peut-être, je l'espère, nous sommes des marchands de meubles, voilà, ameublement et décoration.
Le groupe IKEA en France, c'est environ 9000 collaborateurs. On a aujourd'hui 32 magasins sur le territoire. Mais ce ne sont pas que des magasins, c'est aussi d'autres secteurs d'activité, comme un bureau d'achat, comme la distribution, des dépôts centraux, et toute la chaîne qui va même au-delà à l'international, depuis la conception du produit des designers jusqu'à leur acheminement dans le magasin, donc en passant par la fabrication, donc certaines usines qui sont propres à IKEA, la distribution et l'arrivée dans nos magasins. Et donc le groupe IKEA dans le monde, c'est environ 175 000 collaborateurs. On a à peu près 186 magasins sur toute la planète. On n'est pas encore présent sur tous les continents, mais voilà, essentiellement sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Et puis donc les enjeux du recrutement pour IKEA France en particulier, c'est que nous avons donc un objectif d'arriver à 40 magasins en 2020. Donc d'ici 4 ans, d'ouvrir encore 8 magasins. Voilà, donc un véritable enjeu avec donc un plan d'expansion très fort que nous n'avons jamais perdu de vue malgré une situation économique qui n'a pas été très florissante ces derniers temps. Mais on continue à avancer. Et justement, pour ouvrir ces nouveaux magasins, on va avoir besoin de jeunes talents, de gens qui sont pleins d'énergie et d'idées. Et surtout, voilà, une envie d'entreprendre et d'innover. Également une passion pour l'ameublement et la décoration, même si tous chez IKEA, notre métier au quotidien, c'est pas forcément de vendre des meubles, mais notre cœur de métier, c'est celui-là. On est des vendeurs de meubles, quel que soit le métier qu'on fait dans l'entreprise. Tout ce qu'on va faire, au final, va avoir pour but de satisfaire les clients et de faire du profit, soyons clairs. Et puis aussi, donc, le profil qu'on recherche, ça va être aussi donc, des gens qui ont un certain état d'esprit qui correspond à nos valeurs, aux valeurs de l'entreprise. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus dans le détail. Merci beaucoup pour ce premier tour de table que je conclue en me présentant parce qu'en fait, je me rends compte que je croyais parler devant mes étudiants, mais en fait, pas tout à fait. Donc, moi, je suis Olivier Mérignac, je suis directeur délégué aux études pour le campus bayonnais ici pour l'IAE et j'enseigne les ressources humaines, et donc notamment toutes les problématiques liées au recrutement. Eh bien, très bien, merci pour ce premier tour d'horizon des enjeux pour votre secteur et pour votre entreprise. Passons directement au premier thème qui concerne la préparation du recrutement, tant du côté de l'entreprise, comment l'entreprise va préparer son recrutement, peut-être en identifiant un besoin de recrutement, puis en diffusant ce besoin, comment on va essayer d'en discuter, et aussi en étant peut-être plus proactif aujourd'hui, avec des méthodes un peu plus modernes liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, en allant peut-être repérer des candidats, des futurs candidats, sur des réseaux sociaux, sur la réactivité sur ces réseaux sociaux, sur les différents jeux de plateformes, métiers qui peuvent exister, développés par certaines entreprises également, où l'activité d'un internaute peut être repérée comme du dynamisme et un talent qui pourrait être repéré avant même qu'il ait postulé. Donc est-ce que ces pratiques de repérage existent chez vous? Et puis donc plus globalement, ensuite on s'intéressera à la question de la préparation du côté des candidats. Comment faut-il préparer sa candidature? Est-ce qu'on continue de travailler avec un CV de manière traditionnelle pour envoyer sa candidature avec une lettre de motivation? Quel conseil concret on peut donner aux futurs candidats sur ces éléments de préparation de leur candidature? Est-ce que quelqu'un veut commencer à réagir? Christina? Je vais reprendre la parole. Je ne suis pas spécialiste du recrutement, donc je ne peux parler que de mon expérience. Mais globalement, dans le groupe Eurovia Vinci, on a un site sur lequel déjà on publie tous les postes en recrutement. Pour ma part, à l'international, j'exprime mes besoins auprès de la DRH, qui va ensuite publier des annonces, est en liaison avec les grandes écoles, bien évidemment. Encore une fois, nous sommes dans les travaux publics, donc nous cherchons souvent des profils ingénieurs ou ingénieurs commerciaux en même temps. Moi, je fais une fiche de poste, tout simplement, et puis une première sélection est faite par le service recrutement. Nous sommes très classiques dans nos méthodes, puisque nous invitons toujours tout le monde à nous envoyer un CV et une lettre de motivation.
qui est analysé, qui est sélectionné, et ensuite on passe à la phase entretien, voilà, qui est très important. La phase entretien est très importante pour nous. Et je gère cette phase entretien en binôme avec la personne responsable du recrutement. On fait le bilan ensemble derrière. Il y a une deuxième phase. Voilà, donc très classique en fait. Très bien, merci. Alors, on va aborder ensuite la question des entretiens, etc. Donc là, essayons dans un premier temps très concrètement, par exemple, un bon CV, c'est quoi? Est-ce qu'un CV pour des candidatures spontanées et un CV en réponse à une annonce, d'après vous, ça doit être différent? Comment est-ce que les étudiants doivent structurer ce CV? Est-ce que la lettre de motivation est importante? À quel moment on la lit, cette lettre de motivation? Julie? Oui, effectivement, il y a vraiment un travail à faire dans la préparation du CV et de la lettre de motivation, hein, et de bien cibler ce qu'on recherche. Et par rapport à un CV, une lettre de motivation, une candidature qu'on va poser par rapport à une offre donnée, il va vraiment falloir peut-être articuler son CV un petit peu différemment par rapport à une offre sur un autre profil de poste. Et donc c'est vraiment important d'adapter le CV, le contenu du CV, peut-être même la forme, par rapport à ce qui est demandé, ce que l'on perçoit de l'offre de recrutement à laquelle on veut répondre. Et la lettre de motivation sera importante aussi, où là on pourra peut-être un peu plus rentrer dans le détail pour les raisons pour lesquelles on veut particulièrement travailler dans cette entreprise-là, et vraiment là rentrer dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé par rapport à l'entreprise à laquelle vous allez vous adresser. C'est important, en tant que recruteur, il faut qu'on sente que vous avez effectivement soigné votre candidature spécifiquement pour nous, et qu'on sente bien que c'est pas une diffusion large et massive et vous avez envoyé vos CV, que vous avez juste laissé le blanc pour mettre le nom de l'entreprise et que vous le changez à chaque fois. Je caricature un petit peu, mais c'est important de bien comprendre ça. Et aussi derrière, si nous on prend en amont le temps de faire une offre d'emploi, comme le disait Christina, avec un profil bien particulier, des compétences qui sont recherchées, des aptitudes, c'est que derrière, par rapport au CV qu'on va recevoir, on s'attend à recevoir des choses qui sont en corrélation avec ça. Donc oui, il faut qu'on ait des CV qui soient clairs dans leur présentation, dans la forme déjà, qui soient des choses agréables à regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des petites fleurs et des petits cœurs partout, mais qu'il y ait une présentation soignée, claire, qu'on identifie bien les différentes thématiques, qu'il y ait votre expérience d'un côté, qu'il y ait vos compétences clés, qu'on retrouve les informations qui sont plus de l'ordre du personnel, voilà, et qu'on identifie bien les choses. Aussi, quelque chose qui est important, parce que vous êtes jeune, et donc vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, vous en avez quand même peut-être, et il faut le mettre en avant, mais évitez absolument de faire des CV de 2 pages, par exemple. Donc aujourd'hui, vous allez démarrer dans la vie active, et il ne serait pas cohérent de mettre des CV à rallonge et de diluer, alors que vous commencez à peine dans la vie active. Voilà. Donc ayez bien conscience aussi que les recruteurs reçoivent énormément de candidatures, et que c'est comme ça, on ne va pas accorder beaucoup de temps à chaque CV qu'on va recevoir. Donc il faut déjà pouvoir accrocher le recruteur potentiellement en mettant un CV qui soit agréable à regarder, qui donne envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Juste en complément, je crois qu'on le dit, le CV, la lettre de motivation, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut tout à fait être très original. On refuse rien, CV vidéo, des films, des trucs, n'importe quoi. L'essentiel, c'est que ça présente un désir de rentrer dans une entreprise. Et c'est surtout ça. Et le deuxième conseil, c'est de le faire digital. C'est-à-dire qu'on a horreur du papier, parce que, comme le dit très bien Julie, on reçoit énormément de candidatures, qu'à l'école, on doit en recevoir 4000 par an, mais à Pierre-Gascogne, donc dans le groupe, je n'imagine pas le nombre. Et chaque candidature est examinée. Et j'ai deux personnes, il se trouve, à la DRH, là, qui viennent de l'IAE, donc félicitations à l'IAE, qui les a superbement bien formés. Un qui est en licence pro gestion salariale, et une autre qui est du MAE classique. Et ce qu'elles ont apprécié, parce que j'ai préparé avec elles, je me suis dit, parce que c'est pour vous cette réunion, hein, et n'hésitez pas à poser des questions, parce que nous, nos exposés sont peut-être un peu à côté. Et donc, elles nous disaient, ces deux jeunes, ce qui nous a plu, c'est que vous nous avez répondu. Parce qu'ils ont été très surpris, et alors, je me permets de vous aviser, j'ai aussi des enfants, c'est très désagréable, vous allez voir que sur 50 CV envoyés, vous aurez peut-être que 5 réponses et encore. Je ne sais pas si on vous l'a dit ça,
Donc c'est très désagréable, on s'en excuse, mais nous, au Crédit Agricole, on tient à répondre, mais ce n'est pas partout pareil. Donc chaque candidature est examinée. Voilà. Et troisième chose vraiment très basique, mais forte, c'est-à-dire quand on candidate, on se renseigne sur l'entreprise. Ça prend du temps, je le sais. Hein, chacun, on a des sites très bien faits. Hein. Et bien, dans ces sites-là, on expose la politique de l'entreprise, les valeurs, parce que Julie faisait allusion, c'est très important. Si quelqu'un ne partage pas les valeurs de l'entreprise, ce n'est pas la peine qu'il vienne. C'est sûr qu'il va être à contre-emploi. Alors c'est un petit peu compliqué, parce que les valeurs, c'est facile de les afficher, c'est plus difficile de les comprendre de l'intérieur, et pour les comprendre, il faut être dans l'entreprise, donc c'est un peu une gageure, mais c'est essentiel. Le troisième conseil, c'est vraiment on se renseigne, on prend du temps. Christina, tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va? Non, Alors, enfin, je voulais sur juste ce point. mettre un peu l'accent aussi, effectivement, prendre le temps de se renseigner sur l'entreprise pour laquelle on souhaite travailler. Moi, c'est la première question en entretien. Enfin, on est un petit peu plus loin déjà, on est dans l'entretien, mais c'est la première question que je vais poser. Qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Quel est notre métier? Voilà. Et on fait très vite la différence entre quelqu'un, effectivement, qui... Voilà. Et il y a des gens qui arrivent avec notre catalogue en ligne et qui comprennent pas forcément totalement notre métier, c'est pas grave, mais qui au moins ont pris le temps d'aller voir ce que nous faisons, où nous sommes, etc. Et cette capacité à aller analyser finalement l'entreprise, ses valeurs, l'idée c'est de la retranscrire dans le CV. Dès la lettre de motivation, dès le CV, on va percevoir ça, on va le ressentir. Donc ça, c'est important de faire ce travail de se renseigner sur l'entreprise. Je retiens ici une chose importante, je pense, le CV personnalisé. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et de candidats qui ont tendance à faire un CV standard, basique, qu'on envoie identique à toutes les entreprises, quel que soit le secteur, quel que soit le métier recherché même, le poste visé, je veux dire, et qui comptent sur la lettre de motivation pour faire la personnalisation, et qui vont mettre toutes leurs chances dans la lettre de motivation. Le problème, c'est que la lettre de motivation, en candidature spontanée, elle n'est jamais lue dans un premier temps. Jamais, on n'a pas le temps. Un recruteur, il ne va pas lire une lettre de motivation quand il a 4000 CV par an, vous imaginez bien. Donc, si vous mettez... On les lit, évidemment, quand on commence à s'intéresser, mais j'imagine que la première chose qu'on va regarder, c'est quand même le CV d'un candidat, la toute première. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne sais pas, hein, je parle que pour moi. Hein. Nous, on lit les deux, parce que le CV... il permet de voir les études, essentiellement. Hein. On sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Et la lettre, elle dit, je connais quelqu'un, j'ai fait ce métier, j'ai fait auxiliaire d'été. Vous voyez, elle donne des trucs qu'on ne met pas facilement sur une ligne dans le CV. Voilà. Le danger de... Alors vous avez raison, si on peut lire les deux, c'est mieux, évidemment. Et je suis sûr qu'il y a des entreprises qui le font. Mais quand on a le matin 30 CV, 30 candidatures à passer en revue, j'imagine que le premier outil qui va être regardé, c'est le CV, je ne sais pas. Oui, enfin pour ce qui est d'IKEA, effectivement, c'est le premier élément qu'on va regarder. Et effectivement, si on est accroché par le CV, on va aller voir la suite très clairement. Enfin là, je parle vraiment pour ma part. Dans le quotidien, voilà, j'avoue ne pas avoir le temps de d'éplucher dans le détail, et en particulier pour les candidatures spontanées. Quand on a des candidatures par rapport à un poste donné, là c'est différent, on va prendre plus de soin, mais sur les candidatures spontanées, effectivement, je vais m'accrocher d'abord au CV. Et on parlait de personnalisation, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut refaire un CV à chaque fois, mais il faut aller regarder dans son CV qu'est-ce qu'il vaut mieux peut-être mettre en avant ou le formuler un petit peu différemment pour s'adapter à tel ou tel profil que l'on recherche par rapport à une offre qu'on a vue. Voilà, c'est montrer aussi qu'il y a eu un travail de fait et qu'il y a vraiment, et c'est de l'ordre de la motivation ça aussi, hein, c'est du point de vue du recruteur, on va remarquer qu'effectivement, je sais pas, il y a un terme de langage, un terme de vocabulaire qu'on va retrouver, qui était dans notre annonce et qu'on va retrouver dans le CV parce qu'il correspond à une expérience ou une compétence que le candidat possède. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que je parlais effectivement de personnalisation du CV. Et deuxième élément que j'avais noté qui me paraît important, c'est l'importance de mettre en avant ses compétences et de traduire toutes les expériences vécues en compétences. Ça permet de faire du coup des CV plus compacts et de faire cet effort de traduction, de dire qu'est-ce que cette expérience vécue en entreprise ou ailleurs d'ailleurs, hein, toute activité sportive, associative, a pu m'apporter comme compétence. Et cette traduction-là, de la mettre en avant, évidemment, dans le CV. Ça, c'est aussi, je pense, important. Au niveau du repérage, donc, est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus, des candidats peut-être, est-ce que l'activité sur les
la présence sur les réseaux sociaux professionnels, être que LinkedIn, Viadeo, ou le dynamisme d'un internaute sur un blog de l'entreprise ou sur un site internet professionnel peut être signe de dynamisme et du coup pousser au recrutement du candidat, si je puis dire. Alors je veux dire très humblement que chez Ikea, on est un petit peu à la traîne là-dessus, sur en tout cas le développement des nouvelles technologies par rapport au recrutement. On se met sur les réseaux sociaux depuis quelques années, mais j'avoue qu'on n'est pas très innovant sur le sujet. Alors on accepte bien volontiers des CV un petit peu originaux sur des formats un peu originaux, quoique ça reste tout à fait anecdotique, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, on reste sur du CV classique avec la lettre de motivation pour, enfin, je ne saurais pas donner la proportion, mais peut-être du 99% des cas. Et ensuite, alors là, peut-être plus sur les métiers que l'on recherche pour le siège social d'IKEA, qui est situé en région parisienne, à côté du magasin de plaisir dans les Yvelines, où là, on va avoir des métiers différents de ce qu'on trouve dans les magasins, des métiers beaucoup plus de spécialistes, des métiers spécifiques qui concernent, là aussi, la vente, la logistique, la relation client. Hein, ce sont les mêmes thématiques que ce qu'on retrouve dans le magasin, mais avec voilà, d'autres compétences et d'autres niveaux, avec des niveaux de management aussi plus importants, et puis la question du marketing aussi qui n'est pas présente en magasin, qui est centralisée. Là, comme on est vraiment sur des métiers très très spécifiques, très spécialisés, on va aller vraiment beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et oui, on va faire du sourcing, clairement. Oui. On va aller chercher potentiellement des candidats qui pourraient nous intéresser. Voilà. Que permettent les réseaux sociaux? Un, de se faire connaître, bien sûr, parce que vous avez un CV en ligne, hein, tout le monde le fait. Deux, c'est d'être dans un réseau, donc de pouvoir échanger. Trois, c'est de pouvoir carrément être en relation avec quelqu'un de la DRH, de l'entreprise, le DG. Mon directeur général, Jean-Philippe, là, qui va venir et qui est parrain d'une promotion, je sais qu'il a été en relation, par exemple, avec un jeune qui était très présent sur les réseaux sociaux, et ça a créé une affinité, et un jour, ils se sont rencontrés, et ensuite, à la DRH, on a traité. Mais vous voyez, c'était que ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire le point d'entrée dans l'entreprise. Après, les services de recrutement, ils font leur travail. Et ce que je voulais dire, peut-être, je ne sais pas si c'est là qu'on parle de la façon dont on recrute. Ce qui est important, c'est de croiser les regards. Donc, quand on croise les regards, c'est que c'est jamais une seule personne, enfin chez nous en tous les cas, qui décide d'un recrutement. Donc c'est très important. On croise des regards internes de professionnels, dont des managers, parce que c'est un manager qui va accepter un jeune dans son équipe, dont un professionnel de la RH, et complètement à part, un psychologue du travail. Voilà. Plus des tests, plus des présélections. Voilà, c'est une chaîne un peu de, si vous voulez, un faisceau de regards qui aboutit à une décision collective à la fin, mais que bien sûr la DRH entérine, et ça permet comme ça de... alors pourquoi je parle de ça, de ces regards? C'est que dans ces regards, on va aller regarder aussi la présence ou non sur les réseaux sociaux, éventuellement certaines signalétiques, je ne sais pas, Facebook et compagnie, mais c'est qu'un élément parmi d'autres. Voilà. On va, alors, peut-être juste, je pense à une chose là, avant de passer, la transition est toute faite avec la remarque de Pascal sur la procédure donc, au Crédit Agricole de recrutement et les outils utilisés. Juste un mot peut-être sur le CV, sur la partie divers, parce que là souvent c'est une partie qui n'est pas traitée ou mal traitée, et est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important que vous regardez sur des activités extra-universitaires et professionnelles, sur les passions des salariés? Est-ce que ça vous renseigne, des salariés? Pas encore, des candidats. Est-ce que c'est un paragraphe que vous allez lire avec attention, parce qu'il renseignerait sur des candidats qui peut-être par ailleurs peuvent être toujours un petit peu identiques, parce qu'au même âge, avec le même profil, avec des diplômes équivalents. Donc est-ce que la différence se fait sur d'autres choses dans un CV? Alors, moi, c'est une partie que je regarde toujours. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des éléments déterminants, évidemment, dans une candidature, mais ça peut donner effectivement des informations intéressantes. En particulier, la pratique d'un sport, pourquoi pas à un certain niveau. Ça nous renseigne sur voilà, l'aspect peut-être un peu compétitif du candidat. Et ça peut être intéressant sur la participation à certaines associations, voilà, des choses comme ça qui peuvent être... aussi qui peuvent venir compléter la candidature, et où là je vois par exemple pour le magasin c'est un peu facile, mais on a beaucoup de rugbyman, et c'était intéressant de voir que voilà, on a des gens qui là aussi ont un certain état d'esprit par rapport à un sport qui véhicule des valeurs, d'esprit d'équipe, de fraternité, des choses comme ça qui nous intéressent en tout cas nous chez Ikea. Voilà, c'est un exemple.
Après, il faut peut-être éviter un peu aussi de trop détailler, de mettre des choses qui sont pas tout à fait, qui n'ont pas forcément lieu d'être là. Je sais pas si, voilà, bon, la lecture, aller au cinéma, tout ça, bon, tout le monde aime ça, donc je sais pas si c'est très intéressant de mettre ça. Voilà. Oui, je pense que c'est un peu pareil. Moi, je lis toujours également les compétences ou les intérêts divers. Dans mon cas, je vais regarder s'il y a eu des expériences internationales, même si elles sont extra-professionnelles. Participation à des associations, c'est intéressant aussi de voir dans quel cercle le futur candidat évolue. Oui, c'est important. C'est pas déterminant, mais ça fait partie de la lecture d'un CV, certainement. Moi, je dirais que le divers, c'est en fait pour mieux connaître le candidat. Et en fait, chez nous, c'est plutôt après. C'est quand on l'a en face à face, parce que c'est un point d'intérêt. S'il a mis quelque chose dans divers, normalement, divers, c'est pas divers, justement. Ça va être intéressant. Et ça permet d'échanger pour le connaître. Parce qu'il faut se mettre à la place du recruteur. Le recruteur, il ne vous connaît pas. Il va vous voir quoi, peut-être 1 heure. Il va avoir un faisceau d'avis, comme je l'ai dit. Mais dans cet entretien d'1 heure, il faut qu'il se forge une conviction. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi va s'adapter dans l'entreprise, va apporter quelque chose et va évoluer? C'est compliqué. Bon, on peut se planter en plus, mais bon. Et donc, le divers, qui n'est pas divers, c'est qui s'exprime, qui lui permette, à travers ce qu'il a mis dans le divers, que le recruteur rebondisse sur ce qu'il a écrit pour le mieux le connaître et lui poser des questions. Pourquoi vous aimez ça, etc. etc. Comment vous pratiquez, etc. Ouais. Vous voyez, c'est du domaine de la connaissance. Très bien, donc on est déjà rentré dans la partie outils de sélection. Donc, j'ai compris qu'au Crédit Agricole, il y avait toute une procédure qui commençait donc avec une présélection, des tests. Donc, peut-être Pascal nous expliquer en 2 mots quels sont ces tests et cette procédure. L'entretien, évidemment, je vois que Christina y attache de l'importance également. Il y a 2 styles de tests chez nous. Un test de personnalité, parce que c'est quand même important. La personnalité, c'est ce qui forge son identité. Et puis, un test aussi de comment on raisonne, comment on fonctionne, est-ce qu'on est plus cognitif qu'autre chose. Et donc ces 2 tests, c'est des tests très classiques, il n'y a pas besoin de les préparer, on ne triche pas dans ce genre de truc, mais ça permet d'avoir déjà quelque chose qui est de soi, parce que quand on remplit le test, c'est le candidat qui le fait. Voilà. Bon, et après, il y a des sélections. Après, à chaque fois, il y a un spécialiste des relations humaines, un conseiller relations humaines, qui gère aussi un portefeuille de salariés. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les métiers de la banque, assurance, immobilier, et qui est capable comme ça de faire le lien entre les besoins de l'entreprise et puis les candidats. Et lui, il a un premier regard. Et ensuite, il y a un entretien qui est à la fois avec un spécialiste relations humaines et un manager pour tester avec des cas, mais très simple, vous savez, c'est pas très compliqué, style jeu de rôle. Je sais pas, il y a un client qui vient vous engueuler, comment vous réagissez, vous avez perdu un billet alors que vous étiez en train de faire la caisse, qu'est-ce que vous faites? Enfin, vous voyez, des choses, mais très basiques. Donc, il ne faut pas être affolé ou trouver des trucs très compliqués. C'est la vie. Quand on teste quelqu'un, c'est pour la vie courante, c'est pour sa vie professionnelle. Donc, c'est des situations de travail, un peu inhabituelles, mais pas tant que ça. Ce que je vous ai dit, ça peut arriver, malheureusement. Et comment réagit le candidat? C'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, il y a plein de questions, etc. Oui, je crois que c'est important parce que nous, chez Ikea, on a un peu, alors c'est peut-être un petit peu différent du Crédit Agricole, mais on a aussi comme ça des mises en situation. Il ne faut pas les prendre comme des examens, parce qu'on ne va pas vous demander de bûcher avant et puis d'arriver et de nous débiter votre savoir. On n'est plus dans le cadre de l'école et c'est tout à fait différent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous réagissez, comment vous appréhendez une situation donnée et quels sont les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer pour réagir par rapport à ce qui se passe là où on vous a mis en situation. Donc voilà, nous on a 2 types de tests sur des postes de managers où on met plusieurs candidats ensemble autour d'une problématique et on leur demande de résoudre cette problématique et de produire quelque chose par rapport à un énoncé très simple. On leur demande de construire un projet ensemble et ils ont un temps donné pour résoudre ça. Et on observe un petit peu comment ça fonctionne au sein du groupe, qui prend tel rôle, et comment ils essayent de mettre en place des choses pour travailler ensemble et produire quelque chose. Et puis une deuxième partie de test où là c'est en individuel. Donc chaque candidat est vu là pour résoudre une problématique relative à une problématique de management, par rapport à un collaborateur de l'équipe. Il y a eu un problème qui s'est donné et
qui est donné et de voir comment le candidat résout ce problème-là. Et pareil, comment est-ce qu'il réagit par rapport à l'assesseur qui est devant lui et qui va aller un petit peu titiller telle ou telle thématique. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans ce genre de situation, bon, en dehors d'extrême bien évidemment, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment on appréhende le sujet, comment le candidat va réagir et quelles sont les compétences, les aptitudes qu'il va montrer, sur lesquelles il va s'appuyer pour résoudre la problématique qui lui est donnée. Peut-être un mot sur si tu as quelque chose à rajouter, Christina. Sinon, par rapport avant de passer aux entretiens, les tests de personnalité, c'est intéressant de faire un retour aux étudiants par rapport à comment réagir face à un test de personnalité qui peut-être ne va pas vous correspondre, ou en tout cas vous n'avez pas cette image de vous-même peut-être au moment où vous remplissez le test. Et voilà, est-ce qu'il y a des conseils de comportement face à un profil de personnalité? Parce que est-ce que vous confrontez le candidat avec son profil de personnalité à un moment donné, en début d'entretien? Comment ça se passe? Non? En fait, le test de personnalité, il reste interne. Mais la question est intéressante, c'est si la personne n'est pas prise, enfin chez nous en tous les cas, on propose au candidat qui a été malheureusement éconduit de lui faire une restitution. Et c'est dans cette restitution qu'on va utiliser un certain nombre de choses. Et on va pouvoir lui dire, bah, écoutez, par rapport à votre candidature, nous avons trouvé que vous étiez en écart sur tel ou tel point. Ce qui n'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est de dire, bah, écoutez, pour une relation commerciale, vous avez montré dans les tests et dans les cas que vous n'écoutiez pas. Et si vous n'écoutez pas un client, on le dira tous, on ne peut pas recruter quelqu'un qui est en relation avec les clients s'il ne sait pas écouter. Donc on va lui dire, ben voilà, le test et surtout ce qu'on a vu avec vous, montrer que vous n'écoutiez pas. Vous voyez ? C'est plutôt comme ça qu'on utilise le test, enfin, vis-à-vis du candidat, sinon on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que sinon c'est infini. Il ne faut pas avoir la prétention à travers un test de connaître quelqu'un. Bon, déjà on a du mal à se connaître soi-même. Je pense qu'il faut être très modeste là-dessus. Et on propose la restitution et on est très prudent dans la restitution. On dit, vous avez montré que. Et là, en effet, et c'est normal, le jeune, il peut dire, bah, écoutez, j'étais stressé ou c'est pas moi. On lui dira, oui, mais désolé, mais c'est comme ça que vous avez été perçu. Donc, sur la mise en situation, parce que je sais que tant au Crédit Agricole que chez Ikea, je ne sais pas chez Vinci s'il y a des mises en situation, des jeux de rôle. Alors je sais quand même qu'en cours, Christina, tu as demandé aux étudiants de réagir sur une espèce de mise en situation par rapport à pour tester leur capacité à innover. Enfin, donc ça, mine de rien, ça peut être assimilé à un test en situation, entre guillemets. Oui, enfin, en fait, l'essentiel du jugement, j'allais dire chez nous, se passe vraiment dans l'entretien, ou dans les entretiens. On a toujours les regards croisés également, voilà. Et très souvent, on est d'accord. C'est marrant, voilà, on a les mêmes ressentis, voilà. Non, ce que j'avais évoqué avec les étudiants, c'est de dire mais qu'est-ce que vous trouvez important quand vous allez vous présenter à un entretien. Bon, vous êtes tous stressés, on est d'accord. Vous avez tous des bons diplômes, ça on est d'accord aussi. Qu'est-ce qui est important pour vous à mettre en avant? Voilà, donc tout le monde avait donné des idées assez classiques. Donc moi j'ai fait ressortir deux choses. Une qu'on a déjà évoquée, à savoir il faut impérativement arriver avec une connaissance de l'entreprise pour laquelle on postule, basique, mais ça c'est important. Et puis deuxième élément que je trouve important, c'est de rester très naturel et de ne pas surjouer ou sous-jouer, etc. Je vais reciter le petit exemple que j'ai vécu récemment en recrutant un candidat pour le Qatar. On a donc sélectionné plusieurs candidats et il y en avait un qui sortait vraiment du lot sur papier puisqu'il avait à la fois une formation ingénieur et une formation école de commerce, donc idéal, qui parlait bien évidemment couramment anglais mais qu'il parlait arabe, donc ce qui était un petit plus. Voilà. Donc c'était vraiment, avec le service de recrutement, nous l'avions identifié comme le candidat idéal. Et finalement, lors de l'entretien, il était mais passionné non pas par le job, mais par le pays
qu'on lui proposait. Donc c'était son rêve d'adolescent de partir au Qatar. Pour lui, c'était vraiment... et il l'a surjoué. Et moi, je n'ai eu de cesse que de lui dire, mais attention, le Qatar, c'est tout sauf le paradis sur Terre. Ça, je peux vous le dire. Ici, il ne passe à rien. Il fait 50 degrés à longueur d'année. Vous ne pouvez pas vivre avec votre copine si vous en avez une. Vous ne pouvez pas aller boire une bière après le boulot le soir. Voilà. Donc, mais il incarnait l'enthousiasme pour le Qatar. Et on a eu très peur avec le recruteur en disant il va être déçu. Il va vraiment être déçu. C'est pas ça qu'on veut de lui. On veut pas quelqu'un qui soit passionné par le pays. On veut quelqu'un qui soit passionné par le boulot et la mission, etc. Et on l'a écarté parce qu'on a eu vraiment peur qu'il soit très déçu et inadapté, je pense. Voilà. Donc il faut aussi recruter la personne qui soit juste dans la mission. Voilà. Pas trop... C'est pareil, il ne faut pas prendre quelqu'un qui soit trop surdiplômé, je pense aussi, parce qu'il y a toujours la déception à la clé. Voilà, ni trop enthousiaste pour un contexte qui est important dans la mission, mais qui n'est pas non plus essentiel. Là, si je comprends bien, en fait, c'est surtout le fait qu'il soit décalé par rapport à la réalité. Et ce qu'on peut lui reprocher, de ne pas s'être plus renseigné peut-être sur la réalité au Qatar. Oui, aussi. Mais après, on peut être passionné par l'Amérique latine. En général, voilà, c'est avoir envie d'aller travailler en Amérique latine. Donc ça peut être une vraie motivation. Mais là, c'était vraiment le Qatar. Je ne sais pas s'il était supporter du Paris Saint-Germain ou je ne sais pas. Mais voilà, c'était vraiment son rêve. Voilà, ça nous a fait peur. Merci Christina. Peut-être sur l'entretien toujours, on a parlé de l'importance de ne pas surjouer, mais aussi de l'importance peut-être entre guillemets, de mettre en avant ses compétences, ses atouts. Et ça, on sait nous, à l'IAE, on essaie d'insister sur la notion de savoir-être, savoir se comporter, de ne pas hésiter à se valoriser sans trop en faire. Mais quand vous êtes dans l'entretien, vous êtes là pour vous défendre, évidemment, donc, et pour mettre en avant ses compétences, ses valeurs. Et donc ça, c'est cette notion de savoir-être j'imagine que ça, c'est important aussi. Quand on recrute un collaborateur, on recrute quelqu'un qui va avant tout s'intégrer ensuite derrière à une équipe. Et donc, toute cette partie relationnelle, informelle, j'imagine que c'est important dans un entretien. Alors, moi, je peux parler effectivement pour IKEA, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, pour ce qui est d'IKEA en particulier, parce qu'on a une culture d'entreprise qui est très forte et qui va se retrouver et se décliner de manière très concrète au quotidien dans notre état d'esprit, nos méthodes de travail, nos manières de communiquer, nos relations de travail entre collègues. Et effectivement, c'est des points qu'on va creuser avec chacun des candidats qu'on va rencontrer parce qu'on a besoin de savoir si, alors c'est pas effectivement en 1 heure d'entretien qu'on va être sûr à 100%, mais on a besoin de voir un petit peu dans quelle mesure cette personne-là va pouvoir adhérer au minimum aux valeurs que l'on véhicule dans l'entreprise. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne pourra jamais travailler ensemble, en tout cas on ne pourra pas bien travailler ensemble. Et ça ne le fera pas. Et ça, l'état d'esprit, ça ne s'apprend pas. Donc c'est quelque chose que l'on partage ou pas. En revanche, des compétences, ça peut toujours se développer, même s'acquérir, pourquoi pas, sur certains métiers aussi dans nos magasins. On préfère embaucher quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément là à l'instant T le meilleur vendeur du monde, mais on va mettre en place les formations et les outils qui lui permettront de se développer sur ce côté-là et qui aura les valeurs de l'entreprise plutôt que l'inverse. Voilà, plutôt que peut-être le super vendeur, mais qui n'aura aucun intérêt particulier à venir chez nous plutôt qu'ailleurs et qui se fiche de savoir dans quelle entreprise il met les pieds. Donc ça vraiment, moi en tout cas pour ce qui est d'IKEA, c'est du 50-50, hein, vraiment, l'état d'esprit et les compétences. Voilà. Alors je peux illustrer ça par rapport au fait, justement le recrutement qu'on a mis en place pour l'ouverture du magasin de Bayonne. Sur des métiers, nos métiers de la vente, la logistique, la relation client, la restauration, où on est passé, donc on a développé un partenariat avec le Pôle emploi et on fait comme ça avec toutes les ouvertures de magasins, avec une méthode de recrutement par simulation. Et en fait, on met les gens dans des situations de travail qui sont comparables à des situations qu'on connaît dans nos magasins, sur le terrain, pour tester leurs aptitudes. Voilà. Est-ce qu'ils sont capables de gérer plusieurs tâches en même temps? Est-ce qu'ils sont capables... quelles sont leurs aptitudes face à un client? Voilà, des choses assez basiques, assez simples, mais qui vont nous renseigner là-dessus. Et une fois que
que ces personnes ont réussi ces tests, enfin, en tout cas les personnes qui ont eu les scores suffisants à ces exercices sont ensuite vues en entretien de motivation par un responsable métier d'IKEA et un responsable RH IKEA. Et là, on va aller creuser justement le savoir-être du collaborateur et faire notre choix final. Et c'est comme ça qu'on a fait notre recrutement pour donc les 200 postes du magasin qui étaient à pourvoir. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment pour nous un élément essentiel, le savoir-être, l'état d'esprit. Merci beaucoup. Alors, pour terminer sur cette section, peut-être un mot sur la dimension émotionnelle d'un entretien, le fait que ce soit stressant, le fait que se retrouver devant un jury qui peut-être lui aussi peut être stressé parce qu'il est là pour évaluer donc, des candidats, pour essayer d'en savoir le plus possible. Et il a une certaine pression pour trouver la perle rare, si je puis dire. Donc, c'est vrai que c'est un moment stressant, il faut dire ce qui peut être déstabilisant pour les candidats. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseils concrets aux candidats? Et d'abord, qu'est-ce qui peut déstabiliser? Est-ce qu'il y a, alors je sais qu'il y a des questions qui peuvent être déstabilisantes, mais volontairement, entre guillemets, pour essayer de voir quelle va être la réaction du candidat, de lui poser une question originale. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi l'attitude un petit peu formelle du jury qui est là pour vous évaluer. Donc, il ne faut pas prendre ça, j'imagine, comme de l'agressivité, mais c'est juste qu'il y a une certaine... On représente l'entreprise, on est là pour identifier des candidats, donc c'est vrai que c'est une posture spécifique. Et donc ça peut déstabiliser les candidats. Est-ce que, si on commence peut-être par les questions originales, est-ce que vous avez été confronté, vous, est-ce que vous posez des questions originales? Est-ce que dans votre entourage, il y a des questions originales qui sont posées lors d'un entretien? Est-ce que... Moi, je pense qu'on est assez cool dans l'entretien. En tout cas, moi, j'essaye de mettre les candidats à l'aise parce qu'ils sont déjà naturellement stressés. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il n'y a pas de questions pièges, il n'y a pas de choses pour tester leur résistance. Je sais que, parce que je suis en âge d'avoir des enfants qui sont en recherche d'emploi, ça peut arriver. Ma fille a récemment postulé pour un job dans un grand groupe hôtelier, et à la fin de l'entretien, on lui a demandé est-ce que vous pouvez nous dire combien d'avions y a-t-il dans le ciel de Londres actuellement? Bon, voilà, ça c'est vraiment la question déstabilisante. Je pense que c'est pour juger sa capacité ou la capacité d'un candidat non pas à trouver la bonne réponse, bien évidemment, mais à trouver une logique dans l'approche de sa réponse. Bon, nous, on ne le fait pas. On est très... je pense qu'on essaye d'être sympa. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a la même approche. L'idée, c'est de ne pas en rajouter. On sait très bien qu'un entretien, c'est déjà stressant, comme tu l'as dit. Donc, pareil, on ne va pas mettre les candidats en difficulté et poser des questions pièges. Et je dirais justement, donc, le stress, il y a un côté positif, un côté négatif. Et justement, il faut essayer de rester sur le côté positif du stress qui permet de mobiliser ses forces et d'avoir justement toute l'énergie nécessaire pour produire le meilleur de soi. Et de ne pas passer sur le côté négatif où là, quand on a un trop plein de stress, on perd tous ses moyens. Et l'un des meilleurs moyens pour ça, c'est de se préparer au mieux et d'avoir toutes les armes en main pour être, j'allais dire affronter, c'est peut-être pas le terme justement, mais pour se situer en face du recruteur, peut-être du futur employeur. Et se préparer, on l'a dit tout à l'heure, c'est prendre des renseignements sur l'entreprise. Et puis c'est aussi, là on va revenir à des choses très basiques, mais moi je me rends compte au quotidien par rapport aux candidats que je reçois que même ça finalement c'est pas suffisamment préparé. C'est de prendre le temps de mettre noir sur blanc quels sont ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie qui pourrait être intéressant à partager, des choses qu'on a construites, même des petits projets, des petites choses qui peuvent venir agrémenter la candidature, surtout quand on est sorti frais et moulu de l'école et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Mais et pourquoi pas aussi s'entraîner, se mettre devant la glace et s'entraîner, ou avec un ami ou quelqu'un de la famille, et c'est comme ça aussi qu'on va lutter un peu contre le stress et se sentir un peu plus serein le moment venu. Voilà, des choses tout à fait simples et basiques. Je crois que c'est essentiel ce qu'a dit Julie. S'entraîner, mais vous le savez, dans le boulot c'est pareil. Nous, c'est pareil, c'est à la troisième fois qu'on est le meilleur. La première, c'est pas terrible, la seconde, c'est moyen, et la troisième, c'est excellent. C'est pareil dans plein de choses. Pourquoi on peut être déstabilisé?
nous, on ne cherche pas la déstabilisation. Mais il se trouve que dans un entretien, quand on voit qu'il y a entre guillemets, une faille, excusez-moi du mot faille, ou un trait de caractère sur lequel on a besoin de mieux comprendre, parce que c'est quand même l'avenir dans l'entreprise, eh bien, c'est sûr que le professionnel du recrutement, c'est quand même, lui, il n'est pas stressé. C'est sa vie, c'est son métier. Eh bien, il va creuser ce dont il a besoin pour se forger une vraie opinion. Et c'est là que vous pouvez vous sentir déstabilisé, parce que si c'est une faiblesse, entre guillemets, hein, parce que faiblesse est relatif, ben c'est sûr que le professionnel du recrutement, il ne va pas la laisser passer, parce qu'il a envie de savoir si oui ou non, cette faiblesse est rédhibitoire ou pas. Vous voyez, c'est dans ce sens que vous pouvez avoir très légitimement le sentiment d'être déstabilisé, parce que ces faiblesses, personne n'a envie de les montrer. Hein. C'est tout, mais ce n'est que ça, mais je comprends bien que ce ne soit pas très agréable. Mais ce n'est absolument pas volontaire. Ouais, vraiment, je le dis. Hein. Je voudrais juste peut-être rajouter un petit conseil, mais il n'est que personnel. Moi, j'aime bien les candidats qui, à la fin de l'entretien, posent une question. D'ailleurs, je demande toujours, est-ce que vous avez des questions à poser? Et ça, c'est quelque chose qu'on prépare, forcément. On n'arrive pas dans un entretien, à la fin de l'entretien, on est comme ça, et puis on n'a plus de questions. Et même si on en avait une, on l'a oubliée, forcément, ça c'est évident. Donc on la note, voilà, et à la fin, on la sort. Alors, cette question-là, c'est bien évidemment pas quels sont les horaires de travail, ça c'est rédhibitoire. Mais une question sur l'entreprise, sur la mission, sur la stratégie, sur la mobilité interne, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très simple. On postule pour un job, on a forcément une question intéressante à poser, et il faut la garder pour la fin de l'entretien. Pour moi, c'est important. Les questions me font penser à une chose, il y a des questions qui reviennent aussi souvent. Est-ce que le coût, entre guillemets, des 3 qualités, 3 défauts, c'est quelque chose que vous avez pu observer ou que vous demandez? Pardon? Ça vous paraît peut-être bête, mais c'est des questions basiques. Et on ne triche pas, parce que moi, ce que je voulais dire à travers tout ça, j'aime pas le mot jeu, je crois qu'il y a eu le mot jeu qui est écrit, c'est pas un jeu. Nous, on ne considère pas du tout ça comme un jeu. Il vaut mieux le prendre avec bonne humeur, mais ce n'est pas un jeu, un recrutement, vous en doutez, de part et d'autre d'ailleurs. Simplement, il faut avoir un peu de plaisir dans l'échange, parce que dans un échange, il n'y a pas de plaisir, c'est sûr qu'on ne peut pas se révéler de part et d'autre intelligemment. Donc, voilà. Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je confirme aussi les questions, les 3 qualités, les 3 défauts. Alors, ce n'est pas uniquement pour avoir le plaisir d'avoir cette liste-là, mais c'est surtout derrière, c'est ce que j'explique aussi, c'est est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous savez quels sont les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Puis aussi, les axes de progrès que vous savez devoir travailler. C'est important aussi, ça. Donc, ce n'est pas juste de dire je suis têtu, je suis... en général, c'est celle-là qui vient très fréquemment. Mais voilà, et de bien réfléchir, parce que ce n'est pas une question anodine, c'est une question tout à fait classique, mais qu'on retrouve très souvent et qui est importante. Il n'y a pas que celle-là, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type-là un peu qui reviennent? Moi, j'avais vu, par exemple, on demandait aux candidats de décrire l'entreprise idéale pour eux et de faire un petit paragraphe pour expliquer, pour vous, c'est quoi l'entreprise idéale. Ça, c'est des choses qu'on peut revoir, je ne sais pas si vous le pratiquez, mais c'est pareil, on peut s'y préparer à l'avance, donc ce serait bête d'être surpris. Hein, donc ça, c'est toute la préparation en amont qui peut être faite. Ouais. Oui, moi je pose souvent la question, projetez-vous dans 10 ans. Vous sortez de l'école quand ce sont des jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans 10 ans? Voilà. Quel serait le métier que vous souhaiterez faire? C'est intéressant aussi d'écouter les réponses. Très bien, alors je vois qu'il est déjà relativement tard. On va conclure avec le dernier point avant de laisser la parole à la salle. Le dernier point concernait la question des réseaux entreprises et de l'importance pour les étudiants, et peut-être très tôt, de chercher à construire une relation avec le futur employeur à l'occasion de ces occasions-là, hein, donc des relations écoles comme on est en train de le faire, à l'occasion de stages de courte durée, de stages longue durée, de l'apprentissage. Et donc, est-ce que chez vous, ce lien qui se construit durablement, donc c'est quelque chose que vous pratiquez? Est-ce que c'est important? Est-ce que du coup, entre guillemets, les étudiants ont cette possibilité-là de chercher à construire quelque chose avec l'employeur au-delà d'un recrutement un peu sec où on n'est pas dans l'entreprise et on est recruté, on y est? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez?
bon, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais on est tous les trois dans des grands groupes qui ont des tailles à peu près similaires dans des métiers complètement différents. Et c'est sûr que rentrer dans un grand groupe, c'est rentrer un peu dans une famille, c'est ce qu'on cherche, nous. Et on cherche aussi des candidats qui ont envie d'évoluer dans l'entreprise. Le recrutement est important pour les deux parties. Quand on investit sur un candidat, on a envie d'investir sur le long terme. Et donc, c'est important de créer, je dirais, des liens, une adhésion à l'esprit d'entreprise, comme on l'a dit auparavant. Juste, je rajoute un petit mot sur des programmes qui peuvent exister dans des grands groupes. Chez nous, par exemple, il existe un programme qui s'appelle Twinning, c'est-à-dire on va échanger des ingénieurs des différents pays et les faire tourner sur des périodes de 2 ans. Voilà, donc il faut être préparé à ça, et puis c'est un plus. Voilà, une chose. Et l'autre chose, j'imagine dans toutes les grandes entreprises que nous sommes, il y a des programmes de formation interne très très intéressant et très important. C'est-à-dire qu'en plus de son diplôme qu'on a déjà eu, quand on rentre dans un grand groupe, on peut bénéficier de programmes de formation, jeunes ingénieurs, etc., enfin des spécialisations, et ça c'est important aussi. C'est pour aussi fidéliser nos candidats, bien évidemment. Oui, alors c'est un petit peu difficile de répondre à cette question-là là, en quelques minutes à peine, parce que c'est un sujet très vaste, mais c'est vraiment, pour nous en tout cas, le nerf de la guerre, je dirais. On a vraiment à cœur de faire évoluer nos collaborateurs au sein de l'entreprise. Et voilà, effectivement, à travers des programmes de formation, des plans de formation qu'on a, mais pas seulement, aussi d'autres programmes annexes qui peuvent les aider à évoluer, en particulier ce qu'on appelle des programmes stagiaires internes, c'est-à-dire sur des postes de management, on va les mettre en binôme avec des managers qui sont seniors en poste et pendant des périodes de 6 mois, 1 an, 18 mois pour voilà, les former à ce métier-là et ensuite les envoyer en roue libre, j'allais dire, sur un poste de titulaire. On avait aussi un programme qui là pour l'instant a été mis en suspens parce qu'il est en train d'être revu, mais qui s'appelait un programme backpacker et qui s'adressait justement à des jeunes collaborateurs qui avaient été identifiés comme étant des potentiels évolutifs et qui partaient pour 2 périodes de 6 mois à l'étranger dans d'autres structures IKEA différentes du poste qu'ils avaient actuellement, totalement différentes, dans 2 pays différents, pour découvrir autre chose. Et revenir ensuite en France et prendre un nouveau métier et pourquoi pas s'orienter sur tout à fait un domaine tout à fait différent. Donc voilà, ça c'est une réalité et même je dirais, sans parler de ces programmes voilà, qui sont quelque chose de bien spécifique, et là je vais prêcher pour ma paroisse, sur un magasin comme le magasin Ikea Bayonne, on a besoin d'étudiants qui viennent travailler le samedi par exemple. Il y en a 2 là parmi, je les ai vus tout à l'heure, là il y a Ming et Cavry qui sont là, voilà, je leur fais un petit coucou, et qui viennent donc parce qu'eux ils ont besoin d'avoir un petit peu d'argent pour financer leurs études et nous ça nous arrange bien parce qu'ils peuvent travailler voilà, à temps partiel sur le week-end quand nos clients sont les plus nombreux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement derrière un job étudiant, c'est que derrière, pour nous, c'est aussi une pépinière. Et qu'on a, à titre tout à fait officiel, 50% de nos directeurs de magasins qui ont commencé chez Ikea sur un poste d'étudiant. L'ancien directeur d'Ikea France a commencé sur un job d'étudiant. Aujourd'hui, il est directeur d'Ikea Europe de l'Est. Voilà, on a des exemples comme ça tout à fait concrets qui montrent qu'on peut aussi rentrer par, j'allais dire la petite porte, c'est un petit peu... c'est pas forcément la bonne expression, mais aussi par un biais un peu différent. Et finalement, prendre une voie qu'on n'avait peut-être pas forcément du tout imaginée, mais aussi grandir dans l'entreprise, apporter sa contribution, et puis trouver quelque chose dans quoi s'épanouir, et puis faire énormément de choses. Et Ikea est présent sur 3, bientôt 4 continents, et il y a beaucoup de choses à faire. Et on a besoin de jeunes talents. Voilà. Les réseaux, donc on comprend que c'est essentiel. Et moi, je dirais qu'il y a 2 styles de réseaux, mais de manière très, très schématique. Des réseaux qui permettent à soi-même d'évoluer dans un groupe, on l'a vu à travers des programmes, mais plus ou moins structurés, ça peut être complètement informel. Et c'est quoi le but? C'est d'évoluer et de faire progresser sa carrière. Et puis un deuxième style de réseau, mais les deux ne s'opposent pas, c'est de faire profiter de ses compétences à l'intérieur même de l'entreprise. Et là, je vais peut-être un peu insister là-dessus, parce qu'on a fait ça à Pyrénées-Gascogne. On a créé 9 réseaux de salariés qui sont chacun dans des métiers différents, mais qui ont un point commun, une compétence commune.
Par exemple, ceux qui sont très agiles sur le numérique, on a appelé ça les digipasseurs. Ceux qui sont très sensibles à l'écologie, on a appelé ça des éclaireurs éco-responsables. Et ceux-là, pour imaginer un peu, ils cherchent des projets, ils détectent autour de leur entourage des projets éco-durables qu'ils signalent, et on sait que c'est compliqué, qu'il faut les aider, et donc c'est un peu des vigiles, des sentinelles. Mais il y a des réseaux aussi de secouristes, parce que c'est important, des réseaux de formateurs, vous voyez. Donc on peut avoir comme ça, à travers ces réseaux, ces deux objectifs, sa carrière, mais ses compétences au service du collectif. Voilà. Donc c'est essentiel. Après, ça peut être informel, des réseaux sociaux, pas sociaux, en dehors du boulot, etc. quoi. Peut-être un mot, merci. Pascal, peut-être un mot pour conclure sur la question de la mobilité, du dynamisme de nos étudiants, à ne pas rester figés sur le beau pays basque ou béarnais, et à peut-être accepter de bouger. On l'a vu, qu'il y a des programmes donc, de mobilité qui sont finalement des programmes de formation et en même temps de détection des talents et des potentiels. Et donc la mobilité, c'est quelque chose qui dans vos entreprises fait partie, j'allais dire, et du recrutement et de la gestion des carrières. Oui, je dirais même que c'est un élément essentiel parce qu'effectivement, quand on a l'ambition d'évoluer, de découvrir d'autres domaines, d'autres univers, et ben, il faut aussi mettre tous les moyens de son côté. Et la mobilité est un élément vraiment à prendre en compte. Parce que si effectivement on aime le Pays Basque et on a envie d'y vivre toute sa vie, ce que je peux parfaitement comprendre, ça va peut-être un petit peu limiter les possibilités. Voilà. Donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on peut toujours revenir un jour, mais que voilà, pour enrichir ses compétences et apporter aussi quelque chose à l'entreprise et se développer tout simplement, il faut aussi envisager de bouger. Et alors là, moi, je parle par rapport à un magasin, ça va être surtout bouger sur la France. Après, il y a d'autres opportunités à l'international, ce qui est peut-être un petit peu plus sexy. Mais même au sein du territoire français, il faut être prêt à bouger. Et par rapport à des métiers qu'on retrouve aujourd'hui dans notre magasin, on peut peut-être se dire, bah oui, je vais rentrer chez Ikea et puis bah, je vais peut-être aller travailler à Strasbourg ou à Brest ou à Marseille, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a un Ikea à Bayonne et donc je pourrais revenir. Voilà. Moi, je suis toujours un peu dubitatif quand on aborde cette question, parce que quand vous avez un candidat et que vous lui demandez s'il est mobile, c'est évident qu'il va dire oui. Et vous savez très bien que 3 mois après, enfin ça peut arriver, ou 6 mois après, ou 1 an après, vous lui proposez quelque chose, il va vous dire j'ai ma maison, j'ai mon épouse, j'ai mon époux, etc. Donc vous voyez, c'est bon, on peut en parler beaucoup, mais la réalité, c'est évident qu'il faut être mobile à la fois intellectuellement et géographiquement. Ça, c'est évident. Après, bon. Christina, j'imagine, chez Signature, Eurovia Vinci, c'est important? C'est un peu l'inverse, en tout cas, sur les personnes que je vais recruter. Moi, je ne recrute que pour des postes à l'international. Et on est des fois confronté avec la difficulté de les faire revenir en France. Généralement, les jeunes qui partent à l'international, c'est rare qu'ils reviennent, en tout cas, rapidement en France. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions. Alors, je sais que nous avons Nicolas Béal, donc du Pôle emploi international de Biarritz dans la salle, qui peut-être aurait pu intervenir, poser quelques questions pour lancer la discussion avec la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou si je me déplace. Bon, je vais me déplacer, c'est plus simple. Oui, bonjour. Donc Nicolas Béal, je suis du Pôle emploi international Aquitaine, basé à Biarritz, et on a aussi des collègues à Bordeaux. Juste 2-3 petites choses. Bon, déjà, si on ne reçoit pas les jeunes diplômés, si on ne voit pas les CV de ces jeunes diplômés à Pôle emploi, tant mieux. On ne court pas après les demandeurs d'emploi. Il n'empêche qu'on accompagne les demandeurs d'emploi qui sont notamment à la recherche d'une première expérience à l'international. Donc il y a plusieurs leviers à ce niveau-là. Il y a des stages professionnels Erasmus+, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a des stages professionnels avec des bourses du conseil régional. Il y a aussi la possibilité de bénéficier de partenariats comme avec l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc des stages en entreprise de 6 mois. Il y a aussi le réseau EURES, EURES. Je vous invite à aller voir ce site, donc eures.europa.eu, qui est la plateforme européenne de l'emploi, quelque part. Donc un réseau européen de conseils de l'emploi qui sont là aussi pour aider des ressortissants européens à venir travailler dans leur pays. Donc il y a une vraie mobilité des travailleurs et des demandeurs d'emploi européens. Il y a aussi la possibilité d'exporter ces allocations chômage dans un autre pays européen en tant que demandeur d'emploi. Donc vous pouvez dire à Pôle emploi,
je veux aller chercher un emploi à Londres, on vous remet un formulaire, vous allez le porter sur place et vous maintenez vos allocations au chômage tout en étant demandeur d'emploi à Londres et en bénéficiant de l'appui du service public sur place. Voilà. C'était très complet, j'ai trouvé, sur la partie CV, lettres et entretien, y compris sur l'international. C'est vraiment des conseils qu'on peut reprendre. Juste 2-3 petites choses sur les offres que l'on voit à l'international. Nous, essentiellement, il y a 3 tendances. Il y a le recrutement de natifs. Donc l'entreprise dit « je veux des francophones », quitte à les former sur le tas, entre guillemets. La deuxième tendance, c'est de recruter selon un savoir-faire, donc la gastronomie, l'ingénierie, etc. Et la troisième tendance, c'est effectivement ce que vous proposez, c'est des compétences qui sont plutôt anglo-saxonnes, et j'espère qu'ils vont devenir un peu plus francophones. C'est du management, c'est de la finance, c'est du transport, logistique, avec un vrai bagage à ce niveau-là. Donc pas simplement des Français qui partent avec leur sac à dos, mais quelqu'un qui est vraiment formé aux techniques de l'international. Donc tout ce que vous proposez dans les masters, c'est exactement ça, des offres très concrètes que l'on voit sur transport, logistique, comptabilité, on est exactement dans ce créneau-là. Voilà, je pense avoir fait le tour des notes que j'avais prises. Merci beaucoup. Peut-être quelques questions de nos étudiants. Si je me déplace, je les vois. Ils vont baisser la tête en général en cours. Quand on pose une question, ils font comme ça. Surtout pas pour croiser le regard de l'enseignant. Alors, on va voir s'ils ont retenu nos recommandations. Il faut toujours avoir une question à poser. Oui, exactement. This question should be in English, maybe, because I see our international students here. So, if you've got a question, even in English, don't hesitate, okay? Et pour les francophones, là, oui, ils sont où les Master 1 Management de la santé, là? Parce que je les ai en cours de RH. Donc, ils ont forcément une question. Ils se cachent, là. Ils sont sous le siège. Regardez, ils ne sont pas sous les... Alors, une question, s'il vous plaît, de nos étudiants, peut-être. Allez, soyez pas timides. Il ne va pas y en avoir beaucoup parce qu'on est pressé, donc... Alors, ils sont là. Ils sont là, nos étudiants de santé. Donc, ils ont une question, c'est sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour une question brillante de nos étudiants? Qui veut poser une question? Vous avez une question? Non. Alors, s'il n'y a pas de question, on va être obligé de passer. Non, là? Une question des Master 1? Non, toujours pas? Bon. Écoutez, une question. Ah, mais parfait. Une question. Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Guérin, c'est ça, du Crédit Agricole. Vous avez mentionné tout à l'heure votre filiale Bancoa. Il s'agit donc un peu d'expatriation, même si ce n'est pas très loin d'ici. Je voulais savoir, cette filiale, elle est gérée, elle a une gestion autonome, où il y a des relations entre la France et l'Espagne? Alors, vous parlez de recrutement, je suppose, oui, parce que bien c'est sûr. Ce qui nous intéresse. Oui. Oui, le recrutement est autonome, parce que c'est une filiale qui a sa direction des relations humaines, et qui recrute en fonction de ses critères, et surtout des métiers qu'elle a envie de développer. Mais, comme nous sommes maison mère, Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nous faisons des passerelles aussi. Quand on candidate chez nous, on propose et on permet la passerelle avec Bancoa, c'est-à-dire que si quelqu'un, un étudiant IAE par exemple, veut travailler en Espagne, on le met en contact avec Bancoa. On peut l'aider à affiner son projet pour mieux comprendre Bancoa. D'accord. Donc concrètement, si on est intéressé pour essayer d'intégrer Bancoa, il vaut mieux postuler directement auprès d'eux. Les deux sont aussi efficaces. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Je vais essayer de... Bonsoir. Je vais poser ma question en anglais parce que je vais mettre l'anglais bloquer le français. For monsieur, he made it clear that he's searching for somebody who has the sense of clients more than other. This is the main criteria, I guess. But for the lady, what is, you didn't mention, what is the most important criteria you're searching for?
For me, you mean? Yeah. Ah, okay. Well, as I'm in charge of international development, I will be looking for people who can identify opportunities in new markets, who can interfere upstream of tender processes, who can establish a network in a new country. This is the main. It's also it's not customers as such, but it's like partnerships, end users, people who will act as consultants, etc. So it's still relations. Relations is important because we're in a development business. Yes, Yeah. and what I'm looking for is people who can work in a very autonomous way. They will be posted far away from the head office, so they need to be able to work alone and to work in a very efficient way without having to call upon the head office every 5 minutes. Yeah. I don't know if that answers your question. In a way. Okay. And please for IKEA also, sorry. I would like to know the same. Je voudrais savoir quel est les critères le plus important aspect de la candidature. I mean, for IKEA, the most important it may be the spirit in mind you have in mind for the candidates, because as I explained before, you can always learn things to get a job. It's very it's a simplify, but you can always learn something connected to the job. But it's impossible to learn a spirit mind, what you have in mind, and it's important in IKEA to share values, the values of the company. It's very important, and we need to find these common points to work well together, and to have the common objective. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant enchaîner sur la remise du diplôme. On remercie chaleureusement, on va applaudir nos intervenants. Merci encore. Et donc maintenant la remise de diplôme.